Primitiver fait partie des compétences fondamentales de base. Alors, contrairement à la dérivation qui est un procédé mécanique, la primitivation, c'est plus compliqué. Ça requiert parfois des connaissances, de l'intuition, de la créativité. Ce qui rend ça compliqué pour les étudiants. Mais par contre, on peut devenir bon en primitivation à condition d'avoir la bonne démarche. Le principe, ça consiste à partir de quelques fonctions qu'on sait primitiver et à augmenter progressivement le nombre de fonctions qu'on sait primitiver. Alors sur ce dessin ici, j'ai représenté quelques-unes des techniques qu'on va utiliser pour vous faire progresser méthodiquement en primitivation. Alors au cœur de notre méthode, il y a bien sûr tout repose sur votre capacité à dériver. Si vous dérivez comme des boulets, vous ne pourrez pas bien primitiver. Il faut absolument dériver juste et si possible rapidement. Et donc tout repose en premier sur la formule de dérivation des monômes ou des puissances. Remarquez que quand on dérive x puissance alpha, la puissance vient devant et diminue de 1 ici. On va beaucoup utiliser ça. Et donc on va voir que déjà, rien qu'avec cette formule, on sait primitiver pas mal de choses. Par-dessus, on va ajouter d'autres techniques qui vont venir d'autres formules. Par exemple, la dérivée d'un multiple, c'est le multiple de la dérivée. Et donc, on va obtenir certainement qu'une primitive d'un multiple, on peut l'obtenir en faisant un multiple de la primitive. Pareil, ensuite on a envie de faire des sommes, ce qui permet de décomposer la difficulté d'une primitivation en petits bouts. Et donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. On aura plus ou moins la même chose pour la primitive. Donc on sait déjà intégrer quelques fonctions avec ça. Avec les multiples, on augmente notre champ de primitivation. Avec les sommes, on augmente un peu plus. Par là-dessus, on va ajouter notre connaissance des fonctions fondamentales de base, le cosinus, le sinus, le logarithme, l'exponentielle, l'arctangente, la tangente, et dans certaines sections, la tangente hyperbolique, l'arctangente hyperbolique, le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique. Il y a d'autres fonctions qui peuvent venir se rajouter, mais bon, on va dire que les plus fondamentales sont là. Une fois qu'on a ajouté ces fonctions-là, ça étend encore un peu plus le champ de ce qu'on sait faire, un petit peu comme ce dessin, tout s'étend un petit peu. Par là-dessus arrive une formule super méga fondamentale qui va nous permettre de bien trouver des primitives et de bien faire des changements de variables. C'est la formule qui donne la dérivée d'une composée que j'ai écrite ici avec des U. Et donc personnellement, je commence par dériver l'intérieur, puis je multiplie, s'il y a une multiplication ici, là entre les deux, par la dérivée de ce qu'il y a à l'extérieur et on recopie ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc cette petite phrase, qui est un excellent moyen mnémotechnique, vous permet de dériver simplement, concrètement et sans risque, contrairement aux formules compliquées qu'on essaye de bourrer dans sa mémoire, mais la mémoire n'est pas fiable. Et donc cette formule ici nous donne une espèce de recette qui permet de bien intégrer la fameuse forme U' fois F2, qui va nous permettre de trouver simplement des primitives et de rédiger tout ça en une ligne. Et donc ça étend énormément le champ de nos possibilités. Alors une conséquence de cette formule-là, c'est qu'on sait aussi primitiver tout ce qui est translation, transformée affine, zoom. Tout simplement, quand on dérive ça, je dérive l'intérieur, il y a un qui sort, je multiplie par la dérivée de l'extérieur, il y a un f', je recopie l'intérieur, ça fait ça. Et donc l'idée, c'est que si on sait primitiver une fonction, on sait primitiver sa transformée affine. On verra ça plus tard en détail. Alors dans certaines sections, alors pas en section ECS, pas en section BCPST, mais bien sûr chez les MP par exemple, à partir de ce moment-là, on ajoute un chapitre qui est comment fait-on pour intégrer une fraction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes. Vous avez un quotient de deux polynômes. Alors vous avez le droit de le savoir même si c'est pas à votre programme, mais on sait primitiver toutes les fonctions de ce type-là. Et ça, c'est un renseignement qui est super important, parce que c'est bien de savoir primitiver, mais une autre question fondamentale, c'est on vous montre une fonction, ça serait bien, à votre avis, de savoir, bon, je peux la primitiver ou c'est impossible? Et donc répondre à cette question est important. Et donc à partir de maintenant, dès que vous voyez
un quotient de deux polynômes, vous pourrez vous dire « Ah ouais, c'est toujours possible de primitiver un quotient de deux polynômes ». Et donc ça étend bien sûr énormément le champ du nombre de fonctions qu'on sait primitiver. Alors, en MP et ainsi de suite, on va apprendre aux gens à primitiver ce genre de fonctions. Donc en ECS, c'est bon de savoir que c'est possible. Dans les sujets de concours, ils indiquent, il y a toujours une constante par-ci, par-là à trouver pour trouver la bonne forme et ainsi de suite. Et ça fait pas de mal de voir vite fait en 15 minutes comment on fait pour les primitiver. Là-dessus, donc normalement, on a déjà un champ assez énorme de fonctions qu'on sait primitiver. Mais par là-dessus, on va ajouter le théorème de changement de variable qui va repousser les frontières de ce qu'on sait faire. Alors à noter qu'en général, quand on peut faire un changement de variable, souvent il y a possibilité aussi de passer par cette méthode-là, ce qui évite une rédaction lourde et de primitiver directement au lieu d'invoquer le théorème de changement de variable. Donc une fois qu'on a ajouté les changements de variables qui sont un outil majeur dans le chapitre sur primitive et intégration, alors à noter qu'en ECS, on n'est pas censé trouver soi-même le changement de variable quand il n'est pas affine. Alors que dans les autres sections en MP, vous avez sacrément intérêt à être capable de trouver un changement de variable. Ensuite, au-dessus du changement de variable, on va rajouter l'intégration par partie qui découle de la formule de dérivation du produit et qui permet encore une fois d'étendre le champ de ce qu'on sait faire. C'est un outil majeur aussi, l'IPP. Donc dans le chapitre intégration, primitive, changement de variable, intégration par partie sont les trois outils majeurs. Et donc normalement ici, ça nous donne déjà un vaste choix de fonctions qu'on est capable de primitiver et d'intégrer. Et par là-dessus, il faut pratiquer et en accumulant l'expérience, ce qu'on a vu, par exemple, il y a d'autres techniques qui arrivent, par exemple la technique diabolique de la double intégration par partie et ainsi de suite. Décomposer des cosinus et des sinus en exponentielle en exponentielle, linéariser les fonctions trigonométriques et ainsi de suite. Il y a d'autres techniques qui vont venir se rajouter, mais on va dire que ici, il y a les étapes majeures pour progresser en primitive, plus ou moins dans l'ordre dans lequel on doit les faire. Alors, la formule la plus fondamentale en ce qui concerne la primitivation est la formule qui découle de la dérivée de x puissance alpha. Et donc, quand on dérive x puissance alpha, donc une puissance ou un monôme avec une puissance qui peut être réelle, ce qui se passe, c'est que la puissance qu'on a en haut vient devant, ici avec une multiplication, et ensuite la puissance diminue de 1. Et donc, ça nous indique comment faire pour primitiver. Quand vous avez un monôme, puisque dériver fait diminuer la puissance de 1, primitiver va augmenter la puissance de 1. Donc on va ajouter 1 à la puissance. Et après on se dit, mais mince, si je dérive ça, il y a un alpha plus 1 qui va descendre devant et être multiplié. Et donc on divise par alpha plus 1 pour le compenser. Et donc c'est cette recette-là que personnellement j'utilise. Je n'apprends pas par cœur cette formule-là. J'utilise des recettes pour primitiver. De la même façon, 1 sur x, qui est en fait égal à x puissance moins 1, se primitive en logarithme de valeur absolue de x. Alors c'est un cas spécial. La valeur absolue c'est un peu chiant. En général on essaye de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Remarquez que si x est strictement positif, on peut l'enlever, et que si x est strictement négatif, on peut la remplacer, valeur absolue de x, par moins x. Donc ça ferait le logarithme de moins x. Ça paraît un peu surprenant, mais ça marche très bien. Alors j'en profite pour rappeler que les puissances sont définies à l'aide de l'exponentielle et du logarithme. Quand x est strictement positif et quand alpha est réel, on peut même prendre alpha complexe en fait. Et il y a des cas particuliers, c'est-à-dire que si alpha est un entier, x puissance n peut être défini autrement qu'avec un exponentiel et une logarithme, mais comme x fois x fois x fois x n fois. Et dans ce cas, c'est défini pour tous les x réels et tous les n entiers. Et il y a un autre cas particulier, c'est quand vous avez une puissance négative, puisque ça, c'est défini comme étant égal à 1 sur x puissance n. Et là, il ne faut pas que le truc du bas s'annule, et donc il ne faut pas qu'on prenne un x nul. Donc ça donne des cas un tout petit peu particuliers. Mais donc, ce qui est important, c'est de retenir que pour intégrer un x puissance alpha,
On regarde déjà si c'est 1 sur x, auquel cas c'est un logarithme. Si c'est pas 1 sur x, donc si le alpha est différent de moins 1, eh bien on primitive en ajoutant 1 à la puissance, et ensuite on dérive dans sa tête pour voir par quel nombre il faut dériver en bas pour que ça marche bien. Et bien sûr, on retrouve que alpha doit être différent de moins 1, puisqu'on ne dérive jamais, on ne divise jamais par 0 en mathématiques. Donc voilà pour la technique. Alors maintenant, voilà plein d'exemples de fonctions qui peuvent être primitivées par cette formule-là et cette technique-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fonctions à l'aspect un peu étrange, et on peut les primitiver sans problème. Alors comment? Eh bien, on augmente la puissance de 1, donc ça fait 4, et après quand je dérive, il y a un 4 qui descend, donc il faut que je divise par 4. 1, c'est x puissance 0. Et donc, si j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance 1, et je divise par 1, ça marche aussi. 1 sur x, ah ouais, c'est le logarithme de valeur absolue de x. 1 sur x cube, il faut l'écrire comme un x puissance moins 3. Et donc, j'augmente la puissance de 1, et je divise par la constante qui descendrait si je dérivais. Racine de x, c'est une puissance 1 demi. Et donc, j'augmente la puissance de 1, ça fait 3 demi, et je divise par la constante qui descendrait si je dérivais. X racine de x, c'est x puissance 3 demi. Et donc là, j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance 5 demi divisé par 5 demi. À noter que si ça vous amuse, vous pouvez l'écrire comme ça ensuite, vous pouvez simplifier. Si je retourne ma fraction comme une crêpe, ça donne cette fonction-là qui est quand même sacrément plus compliquée que celle-là. Donc pour primitiver, les puissances comment dire, écrites sous forme de nombres réels comme ça sont vachement pratiques. Après, humainement parlant, ça arrive qu'on préfère les voir sous cette forme. Alors cette fonction-là, c'est tout simplement un x puissance moins 5 demi. Et donc j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance moins 3,5, et je divise par la constante qui descendrait si je dérivais. Oula, ce truc-là, ça a l'air compliqué, mais c'est rien d'autre qu'un x puissance 3,5 en haut, moins 2 en bas, ça fait un x puissance moins 1,5. Et bah j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance 1,5, et je divise par 1,5. Et x puissance moins pi, bah on a déjà ça sous la bonne forme. J'augmente la puissance de 1, et je dérive par la puissance qui descendrait si je dérivais la fonction du haut. Vous avez pu remarquer que j'ai primitivé à l'aide de cette technique 9 fonctions en un temps record. C'est pour vous dire toute la puissance de cette formule-là, que vous devez absolument avoir intégrée dans votre arsenal. C'est la base de tout. Elle est plus importante que toutes les autres, celle-là. Et elle est exploitée régulièrement et je veux dire énormément dans les épreuves de concours. Alors, au rang des règles de dérivation super importantes qui permettent de bien primitiver, il y a cette règle-là très simple qui dit que la dérivée d'un multiple est le multiple de la dérivée. Et donc, du coup, si on est capable de primitiver une fonction f en grand F, la flèche vers le haut représente la primitivation, et bah du coup, on est également capable de primitiver les multiples de la fonction petit f. En fait, les constantes multiplicatives, eh ben, on arrive très bien à se débrouiller avec grâce à cette formule-là. Et donc, elle ne nous gêne pas pour primitiver. Alors, un exemple, voilà déjà des fonctions, c'est déjà un peu plus compliqué que tout à l'heure, puisqu'on sait maintenant faire deux choses. On sait primitiver x. Une primitive de x, ça serait x au carré sur 2. Et bah donc, puisqu'il y a un 3, c'est x puissance 1, j'augmente la puissance de 1, ça fait 2, je divise par la bonne constante, mais puisqu'il y a un 3 devant, bah, je le rajoute. Et voilà, ça fait la primitive de ça. Alors parfois, on n'est pas obligé de procéder comme ça. Par exemple, x au carré, c'est facile de voir que la primitive, ça serait x3 sur 3 qui va venir compenser là. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on augmente la puissance de 1, ça fait x3. Après, en dérivant, il y a un 3 qui va descendre, et donc du coup, on rajoute le 2 pour que ça fasse bien un 6. Une primitive de 1 sur x, bah, c'est le log de la valeur absolue, et avec le 2, bah, il y a un 2 multiplicatif en plus. Faut que je mette mes flèches, moi. Tchac, tchac, tchac. Alors ici, c'est un x puissance moins 700. Et donc la puissance augmente de 1, donc ça fait x puissance moins 6, et je dois diviser par moins 6.
Enfin, quand je dérive, il y a un moins 6 qui va descendre. Si je veux obtenir un moins 3, il suffit que je divise par 2. Ah, on ne voit pas le moins 6. Alors, donc une primitive, c'est x puissance moins 6, et il faut diviser par 2 pour obtenir le moins 3. Alors ça c'est un 2x puissance moins 1 demi. Et donc je vais augmenter la puissance de 1 sur le x, ça fait x puissance 1 demi. Et quand je vais le dériver, il y a un demi qui va descendre. Bah, si je veux obtenir un 2, il faut que je mette un 4. Donc on peut procéder comme ça marche plutôt bien, c'est simple, c'est concret, plutôt que de d'abord primitiver le x et ensuite de multiplier par 2 et de faire la simplification, on peut faire tout d'un coup. Alors ça c'est un x puissance 1,5, donc j'augmente la puissance de 1, donc ça ferait 3,5. Donc il faudrait que je divise par 3,5. Et après, si je veux obtenir un moins, il suffit que je mette un moins devant, que je multiplie tout par moins 1. Ça c'est un x puissance moins 3, donc si j'augmente la puissance de 1, ça fait x puissance moins 2. Je suis censé diviser par moins 2 pour obtenir ce qu'il me faut. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux aussi dire, bah, quand je dérive ça, il y a un moins 2 qui va descendre. Or moi je veux un racine de 2, donc il faut peut-être que je divise par un moins 1 sur racine de 2. Ici ça a l'air compliqué, mais ça c'est un 2 tiers fois un x puissance 5 demi. Donc j'augmente la puissance de 1, ça fait 7 demi. Je vais avoir un 7 demi qui va descendre. Et donc pour obtenir un 2 tiers, qu'est-ce qu'il me faut? Un 7 demi qui va descendre, il faudra que j'enlève le 7. Je vais avoir un 2 en bas et il me faut un 2 en haut, donc il faut que je mette un 4 et le 3 qui reste. Donc on peut faire comme ceci. Bon, moi je fais comme ça marche plutôt bien. Vous faites comme vous voulez, mais le principal c'est que vous ayez juste et que vous fassiez vite. Et ensuite, si vous débutez en primitivation, en fait si vous êtes un bolos en primitivation, vous avez intérêt à redériver votre primitif pour vérifier que vous n'êtes pas vautré, parce que moi l'expérience me dit que les étudiants se vautrent 8 fois sur 10 quand ils débutent en primitivation. Et ça fait des grosses catastrophes en DS quand les primitives sont fausses. Ok, on va aussi aborder la troisième règle, à savoir que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Pour la primitivation, ce que ça implique, c'est que si vous êtes capable d'intégrer le petit bout f de x en grand f de x et l'autre petit bout g de x en grand g de x, et ben vous êtes capable de primitiver la somme f plus g en grand f de x plus g de x. Et donc ça c'est super important parce que ça veut dire que pour primitiver ce gros pâté, et ben on divise le travail en deux, on commence par dériver le petit f. Ensuite, on primitive le petit g et on additionne le résultat pour trouver la primitive du bout compliqué. C'est une technique qui permet donc de découper un problème complexe en petits problèmes plus simples. Donc voilà le genre de fonction qu'on est capable de primitiver à cette étape-là. Donc il commence à y avoir des sommes, des différences, il y a des monômes, il y a des multiples et ainsi de suite. Donc bon, bah, elle commence à avoir une drôle de tête, nos fonctions. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on intègre chaque petit bout. Donc par exemple, celui-là, racine de x, c'est un x puissance 1,5. Donc ça fait un x puissance 3,5 divisé par 3,5. Le bout là, il fait un 7 logarithme de valeur absolue de x, et on les ajoute. Voilà. Le bout là a un polynôme, donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour intégrer les polynômes à ce moment-là. On sait intégrer les monômes, les multiples et les sommes, donc on sait intégrer tous les polynômes. Donc notre spectre enfin le champ d'application de notre capacité à primitiver englobe déjà tous les polynômes. Donc alors lui on le primitive en x4 sur 4, lui on le primitive en x puissance 5, il y a un 5 qui va descendre, il me faut un 2, donc en 2 cinquièmes, on ajoute, voilà, c'est fait. Bon, pour l'instant, je ne marque pas les constantes d'intégration parce que c'est trivial ça. Le but, c'est déjà de trouver une primitive. La fonction là a l'air super compliquée. Oh, t'as l'air compliqué toi. Mais alors du coup, il faut penser à séparer en deux. Si on sépare en deux, ça se simplifie. Par exemple, un 3x2 divisé par un x sur racine de x. Une autre façon de le voir, c'est que ça fait un 3 racine de x plus... Et l'autre bout, c'est un x divisé par ça, plus un 1 sur racine de x. C'est déjà plus simple quand c'est décomposé en petits bouts comme ça. Et ensuite, en primitive, en disant, toi, tu as un x puissance 1,5, donc ta primitive, c'est un x puissance 3,5. Quand je te dérive, il y a un 3,5 qui va descendre. Et donc, il y a un 2 en trop, il faut que je mette un 2.
1 divisé par 2. Et toi, 1 sur racine de x, t'es un x puissance moins 1,5. Donc je te primitive en ajoutant 1, donc ça fait un x puissance 1,5. Quand je te dérive, il y a un 1,5 qui vient, mais j'ai pas besoin de 1,5, donc il faut que je mette un 2. Voilà. La primitive, une primitive, ça donne ça. Et puis bah ce bout-là, ça c'est un 2x puissance moins 7, donc on va le primitiver déjà en x puissance moins 6. Mais attention, quand je dérive un x puissance moins 6, il y a un moins 6 qui va venir. Ah, moi il me faut juste un 2, donc peut-être qu'il faut que je divise par un moins 1 tiers, mon moins 6, pour que ça fasse 2. Ensuite, le bout là, c'est un x puissance moins 2. Donc je vais le primitiver en x puissance moins 1, mais quand je le dérive, il y a un moins 1 qui vient devant. Ah bah parfait, c'est nickel. Je vais donc juste avoir besoin de mettre un plus. Et puis bah 1, tout le monde sait que la primitive de 1, c'est x. Voilà, fini. Donc mine de rien, on a quand même primitivé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fonctions en quelques minutes. Vous voyez l'efficacité de cette méthode. Alors pour bien primitiver, il est impératif de connaître ces fonctions de référence. Alors c'est pas la peine d'apprendre les formules avec les U, ça vous encombre le cerveau. Ce qui est nécessaire, c'est d'apprendre les formules avec les X. Les formules avec les U, on n'en aura pas besoin, et au pire on peut les retrouver avec la technique que je vous donnerai. La technique du U'F de U, enfin bref. Donc par contre, il faut apprendre des formules simples avec les X, ça me paraît bien. Et donc connaître la dérivée de l'exponentielle. Alors on peut dériver l'exponentielle sur R, le logarithme sur R plus étoile. Alors si on met une valeur absolue sur R étoile tout court, la dérivée du sinus, du cosinus, de la tangente. À noter que la dérivée de la tangente peut s'exprimer de deux façons différentes. Il faut connaître les deux formules. 1 sur cos de x au carré et 1 plus tangente carré x. Parce que selon les exercices, on va utiliser celle-là ou celle-là. Il faut aussi connaître la dérivée d'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x2. Donc par exemple, ça c'est les dérivées à connaître en section ECS. Mais il y a d'autres sections qui ont plus de fonctions, par exemple le cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique, et aussi l'argument de cosinus hyperbolique, l'argument de sinus hyperbolique, l'argument de tangente hyperbolique, l'arc-sin, l'arc-cos. Il y a d'autres fonctions de référence dans les autres sections, genre MP c'est un peu plus complet. Alors même si vous n'êtes pas en MP, ça peut être utile d'avoir vu un jour dans sa vie que ça c'est la fonction cosinus hyperbolique. Hein. Ça ressemble au cosinus sauf qu'on n'a pas les i ici, des formules de l'air. Le sinus hyperbolique pareil, il n'y a pas les i, il n'y a pas le i en bas. La tangente hyperbolique est définie de la même façon. Ça peut être sympa de les avoir vus parce que vous inquiétez pas, on peut vous faire un sujet de concours où on vous pose cette fonction-là, on vous dit pas que c'est le cosinus hyperbolique, et l'auteur du sujet va vous faire toute une épreuve où vous allez étudier la fonction cosinus hyperbolique. Hein. Donc c'est pas parce que c'est pas au programme officiellement que vous ne tomberez jamais sur un sujet comportant ces fonctions-là. Par exemple, on vous pose une intégrale de cette fonction-là et, oh, surprise, on donne un nom à la fonction, on l'appelle AS parce qu'en fait, oui, ceux qui savent, c'est que c'est la fonction arcsinus, enfin bref. Et donc, si vous avez des fonctions de référence dans votre cours, vous êtes censé savoir où on peut les dériver et quelles sont leurs dérivées. Et quand je dis vous êtes censé les savoir, ça veut dire que si on vous réveille à 3 heures du matin et que vous êtes mal réveillé et qu'on vous demande la dérivée de la tangente, vous êtes censé dire où elle est dérivable. Donc là, j'ai pas mis, mais c'est il faut pas que x soit congru à pi sur 2 modulo pi. Et vous devez être capable de donner les formules sans vous tromper. Si vous avez besoin d'1 minute pour les donner, c'est trop. Une dérivée, ça doit être donné en moins de 5 secondes. Quel que soit votre état, même si vous êtes bourré, même si c'est au réveil à 7 heures du matin. C'est ça ce que ça veut dire connaître une formule. Et si vous la connaissez comme ça, bah dans 3 ans, vous la connaîtrez toujours comme ça. Alors, dans cette section, j'ai pas mis d'exo de référence parce que ça serait stupide. Je vous demanderai, ah, c'est quoi la primitive du cos? Bah, le sin, bien sûr. Ah, c'est quoi la primitive du moins sin? Bah, le cos, bien sûr, et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt ici de mettre des exemples pour l'instant. Hein, puisque je vous pose une question, bing, on regarde en face, on a direct la réponse. Alors, voilà une technique fondamentale qui repose sur la formule de dérivation des composés de fonctions. Alors elle est présentée dans le cours en faisant f de g de x, et donc u prend la place de g de x. Le u
dont il est question ici est une fonction qui dépend de x en général. Mais c'est plus cool, plus simple de l'écrire comme ceci que d'écrire la dérivée de f de g de x et ainsi de suite. Et donc quand on dérive une composée, on commence par dériver ce qui est à l'intérieur, donc ça fait u'. On multiplie ensuite par la dérivée de ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire f', et on recopie ensuite dans la dérivée de f ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc ça, c'est une petite phrase magique qui marche tout le temps, qui permet de dériver les composés simplement et de faire des choses concrètes sur lesquelles on ne se trompe pas. Je recommande plutôt l'usage de cette petite phrase que d'apprendre par cœur les formules sur lesquelles on va se planter. Autrement dit, que veut dire cette formule? Ça veut dire que si on a une fonction de x qu'on sait primitiver, eh bien en fait, on sait primitiver toutes les fonctions qui vont avoir cette tête-là, où on a un u', c'est-à-dire la dérivée d'une... Là, à la place de u, c'est une fonction qui va dépendre de x en fait. Et on a sa dérivée, et ici on a un f de u. Et donc, si on arrive à reconnaître cette forme-là, et alors le cerveau humain et ses yeux sont particulièrement efficaces pour reconnaître des formes dans des expressions mathématiques, comme on le va voir un peu plus tard. Et donc, si on reconnaît cette forme-là, eh bien, on va trouver une primitive qui va être f de u, puisque la dérivée de f de u, c'est ça. Vous voyez, grand f' ici, c'est mon petit f. Grand f', c'est petit f. Autrement dit, si on sait primitiver petit f, on va savoir primitiver toutes les expressions qui ont cette forme-là avec un u qui peut dépendre de x. Et donc pour moi, cette forme-là, 1u' multiplié par quelque chose qui dépend de u, est fondamentale, parce que ça permet de reconnaître une situation dans laquelle on sait qu'il y a moyen de trouver une primitive. Et on verra plus tard que si on reconnaît cette forme-là, ça permet aussi de faire un changement de variable, auquel cas je recommande plutôt de faire une primitive parce que c'est plus léger plutôt que de mettre en place le théorème de changement de variable qui est un peu lourd parce qu'il y a plein d'hypothèses un petit peu compliquées. Donc vraiment, il faut, je veux dire, ça c'est un truc majeur, il faut garder l'œil ouvert, garder les yeux ouverts et ne pas rater une occasion de reconnaître un u' fois f de u. Alors en pratique, si vous reconnaissez un u' fois f de u, qu'est-ce qu'on fait après? Ouais, j'ai reconnu la forme, mais comment je fais pour trouver ma primitive? Il y a une recette que j'essaye de vendre aux étudiants qui repose sur le fait que nous, les êtres humains, on a beaucoup plus l'habitude de travailler avec des fonctions en x qu'avec des fonctions en u. Donc la recette consiste à prendre, vous prenez la forme que vous avez reconnue, vous remplacez là-dedans les u par les x. Donc ça fait x' qui vaut 1 et f de x. Ça simplifie en fait. Ensuite, petit f de x, on le primitive, on trouve grand f de x. Et ensuite, on remplace les x par des u. Et ça vous donne du coup la primitive que vous n'étiez pas capable de trouver en u. Vous voyez, on fait un détour par les x pour trouver votre primitive en u. Ça marche vachement bien, on n'écrit pas ça sur sa copie, ça fait au brouillon et en fait on intuite juste la bonne primitive et sur sa copie on la dérive pour vérifier qu'elle est correcte. Alors voilà des exemples de fonctions qu'on va arriver à primitiver grâce à cette technique-là. Donc vous voyez que ça commence à être un peu compliqué, il y a des mélanges qui sont faits avec du x de l'exponentielle, du logarithme, des sinus, des cos. C'est sacrément plus compliqué que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et donc là, avec vos yeux qui sont ouverts, vous essayez de reconnaître la forme où on a un u' et quelque chose qui dépend de u. Alors ça veut dire que faut choisir quoi prendre pour u. Par exemple, vous voyez, si je prends ce u là, ici, c'est la dérivée de mon u, j'ai un u'. Et donc j'ai bien un u' multiplié par quelque chose qui dépend de u. Et donc, si j'utilise cette petite recette pour savoir comment primitiver, vous voyez, j'ai mon u' fois u. Si je remplace par des x, ça fait x' qui vaut 1 et u qui vaut x, ça me fait x. X, c'est super facile à primitiver, ça fait x au carré sur 2. Et après, je remplace en u, ça me ferait un u au carré sur 2. Et u, le u que j'ai choisi, c'est ça. Et donc la primitive que je cherche, c'est sinus de x au carré sur 2. U au carré sur 2. Et effectivement, quand on le dérive, bam, on retombe là-dessus. Donc en fait, il faut absolument avoir reconnu la forme u' fois u et avoir bien trouvé le u. Alors, ce qui nous aide, c'est l'expérience, le fait qu'on connaisse nos fonctions. Par exemple, là-dedans, il y a du log.
Mais c'est bien connu que la dérivée du logarithme c'est 1 sur x. Et donc, oh, surprise! Il y a un 1 sur x ici. Ça serait pas le u' si je prends ce u égale le logarithme de x qui est ici. Autrement dit, j'ai la forme u' fois u2. Pardon, excusez-moi. J'ai u' qui est en haut divisé par u2. Pardon. Ok. Alors d'ailleurs, pour le choix du U, souvent on le prend dans des parenthèses qui peuvent être invisibles. Remarquez que là, il y a un carré, c'est comme si j'avais des parenthèses autour du log, et le U, oh surprise, je l'ai pris dans les parenthèses. Donc je vais appliquer ma recette. Donc U' sur U2, oh mince, je ne sais pas primitiver parce qu'il y a du U, moi je préfère les X. Bah on passe en X, ça fait 1 sur X2. Oh, 1 sur X2, je sais intégrer ça, c'est un X puissance moins 2, bam, ça se primitive en moins 1 sur X. Et ensuite, si je repasse en U, eh ben, ça me donne donc un moins 1 sur U. Donc j'ai fait ça sur mon brouillon. Et du coup, je peux dire, et je pourrais le vérifier, qu'une primitive de cette fonction-là, eh ben, ça va être moins 1 sur U pour ce U-là. Autrement dit, ma primitive, c'est moins 1 sur le logarithme de X. Alors, il faut que je l'écrive un peu plus bas. C'est moins 1 sur ln de x. Cette fonction-là, bah, c'est peut-être un petit peu le même bins, mais on va avoir une belle surprise. Oh, il y a du ln. Oh, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Bon, bah ça doit être u'. Et donc, du coup, ça doit être u. Et donc, en fait, j'ai u' sur u. Alors, ma recette pour trouver la primitive, je passe en x, ça me fait donc 1 sur x, puisque x' vaut 1. Ensuite, une primitive de 1 sur x, bah, peut-être logarithme de valeur absolue de x. Ensuite, je repasse en u, et donc logarithme de valeur absolue de u. Sauf que mon u, c'était égal à logarithme de x, et donc ma primitive ici, c'est donc logarithme de valeur absolue de logarithme de x. Alors, bon, bah, on peut enlever les parenthèses si par exemple x est plus grand que 1, auquel cas ça c'est positif strictement, si x est strictement plus grand que 1. Mais bon, on a été capable de trouver une primitive de ça. Alors il reste le x exponentiel de moins x2. Et alors je disais que les u, ils se voient souvent, ils sont dans les parenthèses invisibles. Et là, c'est comme si vous aviez des parenthèses ici. Et donc par exemple, si je choisis de prendre ça pour mon u, mon u' il fait moins 2x. Et donc ce pâté là, c'est un u' divisé par moins 2. Ce qui fait qu'on a la forme u' fois u sur moins 2. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois on a un u' multiplié par quelque chose qui dépend de u. Alors comment primitiver ça? D'ailleurs j'ai fait une bêtise là. Oula. C'est u' multiplié par exponentielle de u sur moins 2. Voilà. J'avais zappé l'exponentielle, ça se fait pas. Ok, donc comment je fais pour intégrer ça? Bah, je passe en x. Ça va me faire exponentielle x sur moins 2. Ah, c'est super facile à intégrer ça. Ça fait comme primitive bah, exponentielle x sur moins 2. Je repasse en u. Ça va faire exponentielle u sur moins 2. Et donc ma primitive, ça va être exponentielle de u, bah, ça fait moins x2 divisé par moins 2. Et vous pouvez vérifier en dérivant que ça marche bien. Alors une conséquence de la formule de dérivation des composés est un corollaire. Et cette formule ici, où à la place de u, on a mis ax plus b, autrement dit, c'est une transformation affine. Et donc si on dérive l'intérieur, la dérivée fait a, multiplié par la dérivée de l'extérieur, ça fait s', on recopie l'intérieur, on obtient cette formule-là. Il n'est pas du tout nécessaire de la prendre, puisque la formule précédente nous la donne. Par contre, il est nécessaire de savoir les éléments que je vais vous donner maintenant. Notamment, si vous prenez a égale 1, eh bien, vous êtes en train de faire une translation. Et dans ce cas, la formule est très simple. Avec a égale 1, on se rend compte que bon, bah,
Si on sait primitiver petit f en grand F, eh bien si on fait une translation, c'est-à-dire en ajoutant une constante, eh ben, il suffit de prendre la même primitive et de mettre juste x plus c dedans. Autrement dit, la gestion des translations, elle se fait mais sans aucun problème. Ça veut dire que pour primitiver un truc un peu compliqué comme ça, bah on fait comme s'il n'y avait pas de c, on primitive et après on met x plus c à l'intérieur. Alors les transformés affines, c'est juste un tout petit poil plus compliqué. En fait, on a un facteur de zoom devant le x, c'est la constante a. Donc, on a une translation quand a vaut 1, mais quand on a autre chose que 1, il faut faire attention, parce qu'on va avoir un terme supplémentaire qui va arriver. Tout simplement, on fait un peu comme avec la translation. On intègre la fonction, après on balance ax plus b dedans, et pour trouver la constante qu'on doit rajouter, bah, il suffit de dériver et de regarder ce qu'il faut mettre pour tomber sur ce qu'on veut. Donc là, quand je dérive, il y a un a qui sort, donc il faut que je mette un a sur a pour le compenser, et je tombe là-dessus. Donc tout ça pour dire que à partir du moment où vous savez primitiver une fonction, vous savez primitiver les translations, c'est super facile, et vous savez aussi primitiver les transformés affines. Il y a juste un petit facteur multiplicatif qui vient en plus, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors voilà des exemples de fonctions qui sont dans ce cas. Donc encore une fois, ça se complique. Alors voilà comment il faut faire. Oh, il y a une translation ici. Bah, je fais comme s'il n'y avait pas de 1. Alors c'est quoi la primitive de cosinus de x? C'est sinus. Ah bah je vais mettre sinus. Et puis je rebalance ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, je dérive pour vérifier que ça marche. Oh, ça marche. Surprise. Là, c'est quoi? Oh, c'est encore une translation là. On soustrait 2 à x. Je fais comme s'il n'y avait pas le moins 2. Et donc primitiver 1 sur x, c'est facile. Ça fait du ln. Donc j'ai un logarithme de valeur absolue, c'est un peu trop haut. Alors, ça fait du logarithme de valeur absolue. Et ensuite, à la place de x, je rebalance ce qu'il y avait à l'intérieur, x moins 2. Voilà. Alors, là, c'est plus compliqué. Ouh là là, ça, c'est pas une transformation, c'est pas une translation, c'est une transformée affine parce que le x est multiplié par 2. Il y a un facteur de zoom. Il faut que je fasse attention. Mais pour le primitiver, je fais comme s'il y avait sinus de x. C'est quoi une primitive de sinus de x? C'est moins cosinus de x. Ensuite, je recopie ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai qu'à faire un moins cosinus de 2x plus 1. Et là, je redérive pour voir ce qui sort. Ah ouais, mais il faut que je fasse gaffe quand je dérive. Il faut que je dérive l'intérieur. Il y a un 2 qui sort. Et donc, il faut que je multiplie par 1/2 pour le compenser. Et là, ça marche. Ici, même Beans, oh là là, il y a encore une transformation affine là. Bah ouais, le x est multiplié par 3, donc je fais comme si j'intégrais 1 sur x2. C'est quoi une primitive de 1 sur x2 qui est égale à x moins 2? C'est moins 1 sur x. Donc, moins 1 sur x. Je balance ce qu'il y avait à l'intérieur, donc 3x plus 2. Et quand je dérive, je fais attention que je dois dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a un 3 qui va sortir, et donc je vais devoir multiplier par 1 tiers pour compenser le 3 qui va sortir de ma dérivée. Alors là, même Beans, c'est encore une transformée affine. Et donc, je fais comme si j'intégrais le pâté là, autrement dit racine de x qui est un x puissance 1/2. Et donc ma primitive, j'augmente la puissance de 1, donc je vais obtenir une puissance 3/2. Alors, je peux mettre 1 moins 2x dedans. Et puis j'ai qu'à dériver pour voir ce que ça donne, pour ajuster la constante. Alors quand je dérive l'intérieur, j'ai un moins 2 qui va sortir. Mais attention, quand je dérive ça, je vais avoir un 3,5 qui va descendre. Donc moins 2 fois 3,5, ça va me faire un moins 3. Ah faut que je divise tout par moins 3 pour que ça marche. Et bingo, ça marche. Et maintenant, on en arrive à une erreur classique des étudiants. Parce que vous voyez, les étudiants, ça adore faire des raccourcis simplificateurs. Du style, j'ai pas trop envie de faire, de tout bien comprendre à 100%, alors j'essaye de simplifier au maximum tout ce que je vois, genre si je pouvais trouver un truc simple qui me permettrait de faire le truc que je vois, un truc facile que je pourrais bien retenir, ça serait trop cool. Et donc, à force de me voir faire ça, les étudiants, ils ont retenu que il suffisait de prendre la fonction et de diviser par la dérivée. Regardez là, 2x plus 1, la dérivée c'est 2, hop, je divise par la dérivée, ça marche, blablabla. En fait, ils retiennent des trucs comme ça. Et donc ici, les étudiants, ils vont faire un truc du style, j'ai qu'à faire pareil ici, j'ai qu'à faire comme si j'intégrais exponentielle de x, je recopie ce qu'il y a à l'intérieur et je divise par la dérivée de ce qu'il y a en haut et bing, ça marche. Sauf que là, non, c'est une horreur absolue, ce truc-là, ça marche pas du tout.
Ça vient du fait que là, l'étudiant de base, il a appliqué une technique qui s'applique aux transformations affines et aux translations à quelque chose qui n'est pas une transformation affine ou une translation à x2. Ça me ferait mal que ça soit une transformation affine. Et donc il a pris ma méthode, il l'a simplifiée, il l'a sortie de son contexte d'application, et puis bam, que je te l'applique pour tout un cas de cas tout pourri auquel ça s'applique pas du tout. Et donc ça marche pas parce que cette fonction-là, c'est en fait un exponentiel de x2 multiplié par un 1 sur 2x. Et donc quand vous dérivez ceci, si je le dérive, vous allez avoir la dérivée de exponentielle de x2 qui va bien vous faire un 2x exponentielle de x2 qui va être multiplié par le 1 sur 2x. Et là, ah ouais, ça simplifie, on tombe là-dessus. Ouais, mais les gens, quand on fait la dérivée d'un produit, il y a aussi le terme où celui-là qui reste égal et on dérive l'autre. Et donc là, on doit obtenir normalement un moins 2 sur x2 avec un fois peut-être. Et donc ce terme-là, ah mince, il n'était pas du tout prévu au programme celui-là. Bah ouais, votre primitive, elle marche pas les gars. Parce que vous avez appliqué une jolie petite technique qui s'applique aux transformations affines dans un cas qui ne l'est pas. Donc pas de raccourci les gens. En fait, là dans mon résumé vidéo, j'ai fait tous les raccourcis possibles et imaginables pour simplifier le truc. Vous ne pouvez pas simplifier davantage. Ou alors vous aurez faux. Et là, ça ne me regarde plus. Donc là, en fait, il se trouve que cette fonction, on n'est pas capable de la primitiver. Je ne connais pas de primitive de cette fonction-là. Donc ça, c'est mort. Alors, la technique suivante est complètement hors programme en ECS. Mais il n'empêche, ça vaut le coup qu'on vous l'explique un jour, parce que même si un chapitre est hors programme dans votre filière, un prof peut toujours mettre au point une épreuve de concours qui utilise ce chapitre-là. Comme c'est hors programme, il est sûr de pouvoir écrire des questions qui vont comment dire, permettre à votre intelligence de surmonter les différents obstacles et que vous n'utiliserez pas votre mémoire vu que vous ne l'aurez jamais vu en cours d'année. Et donc ça veut dire que quelqu'un peut faire des épreuves de concours dans lesquelles à un moment il faut faire une décomposition en éléments simples, même si c'est pas votre programme. D'ailleurs, c'est souvent fait en ECS. Ils vous la donnent, enfin ils vous demandent de trouver les constantes, mais ils vous feront faire ça. Et donc le fait d'avoir vu ça un jour en 1 heure ou 2 heures avec votre prof permet d'aller plus vite que tous les autres et de gagner des points. Et donc même si vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça, ça vous sert d'avoir vu ça un jour. Ok, donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une fraction rationnelle, alors une fraction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes, et ben on sait toujours trouver une primitive de ça, toujours. La théorie dit comment faire. Alors en pratique, parce que je ne vais pas entrer en détail ici, en pratique, voilà ce qu'on va faire. Si jamais le degré du haut est supérieur ou égal au degré du bas, et ben ça vaut le coup de faire une division euclidienne pour simplifier la fraction. Ça vaut toujours le coup de simplifier. Le but ici, c'est d'aller vers des choses simples qui sont faciles à intégrer. Donc, degré du haut plus grand que le degré du bas, ou supérieur ou égal, on fait une division euclidienne pour simplifier. Par contre, si on ne peut plus faire ça, genre si le degré du haut est strictement inférieur au degré du bas, et ben on fait ce qui s'appelle une décomposition en éléments simples. Alors, oula, c'est compliqué. Il y a plusieurs étapes. En premier, il faut trouver les racines du polynôme du bas. Et donc dans toutes les sections, c'est super important de trouver les racines de polynômes. C'est un truc fondamental sur les polynômes. Et une fois que vous avez trouvé les racines, si vous connaissez un peu la théorie ou si votre épreuve de concours vous guide, normalement à un moment vous écrivez la décomposition théorique en éléments simples. Il manque en éléments simples ici. Alors cette décomposition théorique en éléments simples, elle fait intervenir des variables, des constantes. Et donc ensuite, il faut trouver ces constantes-là pour simplifier l'expression. Donc par exemple en ECS, ce qu'ils font, c'est qu'ils font faire une décomposition en éléments simples aux gens. Ils donnent la décomposition théorique et ensuite il y a une question où on demande aux gens de trouver les constantes. Alors souvent de manière bourrine, parce que les gens n'ont pas vu la théorie. Donc ils mettent sous le même dénominateur, ils résolvent des systèmes, alors que il y a des techniques que j'expliquerai peut-être dans une vidéo ultérieure qui permettent vraiment de trouver ça simplement. Passons sur les exemples. Donc en voilà 3.
Et donc, c'est des quotients de polynômes, donc on sait les primitiver. Mais comment? Bah ouais, si vous connaissez pas la technique, c'est hardcore et vous y arriverez probablement pas. Mais bon, avec ça, voyons voir. Remarquez qu'en haut, ici, on a du degré 2, en bas, on a du degré 1. Donc le degré du haut est supérieur ou égal au degré 1. Et donc dans cette situation-là, c'est sympa de faire une division euclidienne. Alors, je peux peut-être la gribouiller vite fait dans un coin. Il y a différentes techniques, donc x au carré plus x plus 1, je te divise par x moins 1, alors combien ça fait? Il faut que je mette un x, ça fera un x au carré moins x, je fais ma soustraction, il me reste un 2x plus 1, il faut que je mette un plus 2, ça va faire un 2x moins 2, il va me rester 3 une fois que j'ai fait ma soustraction. Et donc ce truc-là, c'est donc égal à x moins 1 multiplié par x plus 2 plus 3, vous pouvez vérifier que ça marche, divisé par x moins 1. Et donc après avoir fait une division euclidienne, on peut séparer la fraction en deux, ça simplifie. On va trouver x plus 2, oh c'est mignon ça, plus 3 fois x moins 1. Et donc cette décomposition en éléments simples, cette division euclidienne, a permis de remplacer une fraction très très moche par quelque chose de vachement plus simple et vachement plus facile à intégrer. Un polynôme, ça s'intègre facilement, et ça, on sait bien l'intégrer puisque c'est une translation sur un monôme. Voilà, voilà, voilà. Alors, à noter qu'on n'est pas forcé de poser une division comme ça. Il y a d'autres techniques. On peut peut-être par exemple écrire que x c'est x moins 1 plus 1, et puis simplifier après avoir développé. Mais bon, ça marche toujours. Ok, voilà pour le premier exemple. Je donne pas la primitive, je donne juste la décomposition qui permet de la trouver. Alors là, par contre, on est dans le cas où le degré du haut qui vaut 0 est strictement inférieur au degré du bas qui vaut 2. Et donc là, c'est pas la peine d'essayer une division euclidienne, ça donne rien. Du coup, il faut faire ce qu'ils disent là. Oh là là, il faut faire une décomposition en éléments simples. Dans un premier temps, il faut trouver les racines. Ah bah ça c'est facile, il y a 0 et moins 1. Ensuite, et donc ça c'est la partie que les ECS ou les BCPST ne sauront pas faire vu que c'est pas leur cours, il faut écrire la décomposition en éléments simples. Et donc la décomposition en éléments simples, elle a cette tête-là. En fait, on voit à nouveau intervenir les éléments qui sont en bas avec des constantes qu'on va vous demander de trouver. Et donc, en ECS, par exemple, on va remettre sous le même dénominateur, identifier la gauche, la droite, résoudre un système, trouver les constantes, c'est super méga long et c'est pénible. Il y a d'autres techniques, mais en tout cas, comme démonstration sur votre comment dire, ça serait pas ça, la décomposition. Alors attendez, peut-être un 1 sur x là, et un moins 1 sur x plus 1. Voilà. Comme ça, quand je multiplie, quand je mets sous le même dénominateur, en haut il me restera 1, en bas j'ai ça. Donc moi, ce que je vous conseille sur votre copie, c'est vous écrivez ça, vous mettez sur le même dénominateur, bam, vous trouvez ça, hop, fini. Et remarquez que ça s'intègre super facilement, parce que 1 sur x, ça donne du log avec peut-être une valeur absolue, là pareil avec une translation. Alors il reste le bout là. Alors je vais devoir effacer quand même. Alors il reste le bout là. Alors on ne peut pas faire de division euclidienne parce que le degré du haut c'est 0, le degré du bas c'est 3. Donc l'étape 1 c'est mort, il faut faire l'étape 2. Il faut écrire la décomposition théorique de ça. Alors la décomposition théorique, ici on a un 0 de multiplicité 2 et par exemple c'est à ça que va servir votre cours sur la multiplicité dans les polynômes. Donc ce qui va faire que la décomposition elle va avoir cette tête là. Vous voyez, on va avoir deux termes, un terme en x et un terme en x2 parce qu'on va jusqu'en x2. Et puis on aura une troisième constante qui sera en x plus 1. Et donc il nous resterait à trouver les constantes A, B et C qui vont bien pour que l'égalité soit vraie. Bien sûr, comme d'habitude, on pourrait tout mettre sous le même dénominateur, identifier, résoudre un système, mais c'est un truc de bourrin. Bon, par contre, j'ai pas trop la place, et puis c'est pas le moment d'expliquer comment on fait ça, donc peut-être dans une vidéo ultérieure. Mais remarquez que ça s'intègre bien, ça s'intègre bien, ça s'intègre bien. Donc on sait bien intégrer le truc de droite, alors qu'a priori, le truc de gauche, on ne sait pas. Et donc toutes les fractions rationnelles, on a la théorie qui existe quelque part qui nous permet toutes les primitives. Le changement de variable.
c'est un outil majeur qui permet d'augmenter considérablement le nombre de fonctions qu'on sait primitiver. Bon, je l'ai écrit ici en variante intégrale, mais il y a aussi la variante primitive. Alors on a un certain nombre de recettes qui nous permettent d'arriver à le mettre en œuvre. Ce qu'on peut retenir, c'est que le théorème de changement de variable le plus simple et le plus pratique qu'on ait, il est asymétrique. Il permet de montrer que le truc de gauche est égal au truc de droite, ou l'inverse. Je ne sais plus et c'est pas très important. Il est asymétrique. Mais s'il permet de montrer que le truc de gauche est égal au truc de droite, bah, il permet de montrer l'égalité entre les deux. Ça se matérialise par le fait que on a deux possibilités pour faire notre changement de variable. Soit considérer cette application-là ou celle-là. Alors en général, il y en a qu'une, enfin il arrive qu'il n'y en ait qu'une sur les deux qui soit de classe C1 et on doit absolument prendre celle qui est de classe C1. Ce qui fait qu'on prend soit cette flèche-là, soit cette flèche-là pour arriver à mettre en place le théorème de changement de variable. Mais au final, on s'en fout puisque les deux intégrales sont égales. C'est pas grave qu'il n'y ait qu'un seul chemin. Alors il arrive aussi que les deux chemins soient possibles, auquel cas vous prenez celui que vous préférez. Il y a aussi une recette qui permet de trouver comment exprimer le dt en fonction... Oula, j'ai mis t des deux côtés, ça va pas du tout. Je vais mettre x là. Je vais mettre u. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est bien de ne pas avoir la même variable, l'ancienne variable, la nouvelle variable. Et donc, si vous voulez exprimer le du en fonction du dt, on prend par exemple le changement de variable, on dérive la variable isolée par rapport à l'autre, du sur dt, ça fait donc ça. Et ensuite, on efface le dt, on le fait passer de l'autre côté, et on a que le du va être égal à phi prime de t dt. Et de l'autre côté, u étant égal à phi de t, vous voyez, ce sont des recettes qui permettent de mettre en place le changement de variable avec une démonstration nickel, tout bien justifié, sans se prendre la tête. Donc, en gros, l'idée, c'est que si on sait intégrer ce gentil petit truc-là, on sait intégrer ce gros pâté immonde-là, ou inversement. Et donc, ça permet, à partir d'un truc qu'on sait primitiver, de trouver un autre truc qu'on sait primitiver. Et comme on peut faire tous les changements de variables qu'on veut à l'infini, ça multiplie ça démultiplie tout ce qu'on sait faire. Dans certaines sections, comme les MP, on leur demande d'être vraiment très très bons en primitivation. Et donc ils ont un chapitre en plus, la décomposition en éléments simples, qui leur permet de faire face à toutes les fractions rationnelles. Et ensuite, quand on leur fait le changement de variable, on leur présente tout un bestiaire de changements de variables classiques qui permettent d'intégrer tout un tas de fonctions. Alors dans d'autres sections comme ECS ou BCPST, où là on ne demande pas aux gens d'être des stars en primitive, mais juste d'être capable de primitiver un petit truc simple une fois de temps en temps. Ceci dit, et c'est important, parce que si le petit truc simple, vous n'arrivez pas à le primitiver, toute votre épreuve d'analyse, elle part en vrac. Donc le bestiaire est moins important pour vous, donc j'ai juste écrit 2-3 trucs pour vous donner une petite idée. Quand vous devez faire de la parité et de l'imparité, le changement de variable classique qu'on fait, c'est u égale moins x. Ça marche quasiment tout le temps. Quand on travaille avec des fonctions périodiques, on fait u égale x plus t ou u égale x moins t. Remarquez que si je fais passer le t de l'autre côté, ça revient au même. Et ainsi de suite. Et par exemple, un exemple de truc qu'il y a dans le bestiaire des MP, c'est que si votre fonction elle est obtenue en faisant une fraction rationnelle avec des cos et des sinus x, autrement dit des sommes, des multiples et des quotients avec des cos et des sines tout partout, il y a ce qui s'appelle les règles de Bioch qui permettent de savoir en gros quel changement de variable a des chances de marcher pour votre fonction. Donc si la fonction que vous obtenez est impaire, vous avez intérêt à faire u égale cosinus de x. Si votre fonction elle est pi antipériodique, ce qui n'est pas un terme officiel, mais ça veut dire que f de x plus pi, vous voyez c'est comme f de x avec un moins en plus, il faut plutôt faire u égale sinus de x. Et si vous n'êtes pas dans ces deux cas-là, je vous plains, parce que dans ce cas, il va falloir faire ce changement de variable-là qui est assez atroce et innommable. Ça fait x égale 2 arctangente de t, c'est assez atroce, on peut transformer le sin x et le cos x comme ça. Ça marche, mais on retombe sur une fraction rationnelle un peu atroce souvent, quoi. Mais voilà, on a dans notre bestiaire, dans la théorie mathématique, il y a des changements de variables qui sont indiqués dans certaines situations. Ma remarque à moi, c'est que souvent le changement de variable,
on prend quelque chose qui est entre des parenthèses qui peuvent être visibles ou pas. Par exemple, vous voyez, là, le changement de variable, je prendrais bien u égale phi de t qui est entre cette parenthèse-là. Voilà. Et alors, j'avais pas assez de place sur mon tableau, les exos arrivent après. Alors, il y a une notation qui est particulièrement recommandée avec les primitives, c'est cette notation-là qui ressemble à un calcul d'intégrale, mais on n'écrit pas les bornes. Et donc cette notation signifie une primitive de la fonction f de x. Cette notation est particulièrement pratique déjà pour affirmer qu'on est en train de rechercher une primitive, ensuite pour faire un changement de variable et pour faire des intégrations par partie, ce qu'on verra plus tard. Alors en fait, ça veut dire que ça veut dire une primitive de petit f. Donc en général, on en trouve une et il ne faut pas oublier d'ajouter une constante d'intégration parce que les primitives sont uniques à une constante près. Et donc ça veut dire que comme c'est une primitive, de ce côté-là, on a toutes les primitives possibles et imaginables. Il suffit de varier C pour les avoir toutes. Et donc comme on va le voir, cette notation est particulièrement pratique pour faire un changement de variable. Alors voilà un premier changement de variable. Alors comment est-ce qu'on procède? Alors tout d'abord, un changement de variable, enfin une recherche de primitive, ça se fait toujours sur un intervalle. Alors ici on a la fonction tangente qui est un peu compliquée parce que il ne faut pas que x soit congru à pi sur 2 modulo pi, et donc on n'a qu'à chercher cette primitive sur un intervalle comme moins pi sur 2 par exemple. Mais on pourrait faire pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc on cherche une primitive sur un intervalle. Alors pour cette primitive-là, on peut déjà remarquer que la tangente, c'est le sinus de x divisé par le cosinus de x. À partir de là, on a deux options. D'abord, comme on fait des maths avec les yeux ouverts, notre capacité humaine de détection des formes nous signale tout d'un coup que si je pose u égale cosinus x, ici en haut j'ai un moins u', et donc j'ai la forme moins u' sur u. Alors en faisant ça, on pourrait faire directement un calcul de primitive, pour dire que ça fait directement, je ne vais pas le faire tout de suite puisque mon objectif c'est de faire un changement de variable, mais c'est une de nos options. Je le laisse en exercice, ou je le ferai tout à l'heure. Notre deuxième option consisterait à dire mais ça là, c'est une fonction qui dépend que du sin et du cos, fabriquée avec un quotient. On pourrait pas appliquer les règles de Bioch pour faire un changement de variable? Et en fait, alors voyons voir qu'est-ce que ça dit les règles de Bioch si votre fonction est impaire. Mais c'est le cas ici, il faut faire le changement de variable u égale cosinus x. Alors remarquez que la règle de Bioch, elle nous redonne ce qu'on avait détecté nous à l'œil nu. Elle nous fait faire exactement le bon changement de variable. Sauf que nous, on l'a intuité en quelques secondes avec notre expérience, donc on a gagné du temps. Et ensuite, avec la règle de Bioch, on va faire un changement de variable, ce qui va être un peu... Bon, là, c'est pas trop lourd avec les primitives, mais avec les intégrales, c'est bien lourd. Alors qu'avec avec la fameuse forme u' fois f de u, c'est sacrément plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait comment on fait un changement de variable dans les primitives? C'est un peu pareil. On écrit que l'ancienne primitive, c'est égal à une nouvelle primitive dans laquelle il faudra qu'on ait du u. Et donc, il faut quand même qu'on remplace, donc on va avoir ici le u, et comment dire, il faut quand même qu'on se débrouille pour remplacer le dx sinus x, donc c'est comme avec les intégrales. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être, puisqu'on a une jolie relation là, la dériver par rapport à la variable, on dérive la variable isolée par rapport à la haute variable. Donc ici, ça va nous faire moins sinus de x, et ensuite on fait le truc des profs de physique, à savoir on efface ça et on le recopie de l'autre côté. Ça fait donc du égale moins sinus de x dx. Et là, on reconnaît le sinus de x dx qu'on a en haut, donc ça nous permet d'écrire que ça, c'est moins du. Voilà, alors cette partie-là est faite au brouillon. Sur notre copie, on n'écrit que cette partie ici. Une fois qu'on en est là,
eh bien, on doit quand même poursuivre notre calcul de primitive, mais c'est quand même sacrément plus facile puisque là, on a intégré la fonction 1 sur u. Alors, remarquez qu'avec des x, vous n'avez pas trop de mal, mais les u, ça a tendance à friter le cerveau des étudiants. Et donc, le fait est que intégrer, alors, si u vous pose problème, comment est-ce que je fais pour intégrer? Alors, ouais, là, ça va être un peu compliqué. Oui, pour intégrer ça avec ma technique, il faudrait remplacer le du par un u'. Et donc, comme d'hab, on peut passer en x, ça fait un moins 1 sur x. On intègre, ça fait moins logarithme de valeur absolue du x. On revient en u, ça fait moins logarithme de valeur absolue du u. Bon, le fait est qu'une primitive de ça, c'est moins logarithme de valeur absolue du u, plus une constante, puisqu'on doit mettre une constante pour les avoir toutes, vu que là, on a une primitive de tangente de x. On pourrait se dire, ouais, cool, on a terminé le calcul de primitive, c'est bon, on a terminé. Bah non, votre primitive, vous la voulez en x, vous ne la voulez pas en u. Donc, faut encore faire quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de noter sur votre copie que vous procédez à un changement de variable u égale cosinus x, ce qui vous permet du coup de remplacer ici par moins logarithme de valeur absolue de cosinus de x plus une constante. Vous voyez, on revient en x. Et alors, là, il y a des simplifications qui sont possibles puisque on est sur l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2, et sur cet intervalle, le cosinus est positif. Du coup, bingo, on peut enlever la valeur absolue qui est relou. Et donc voilà, on a fini le calcul de la primitive de tangente de x dx. Mais remarquez que c'est super lourd, parce que il faut procéder à un changement de variable, il faut faire le bins habituel pour trouver comment remplacer, faut intégrer, faut remplacer, faut reporter dedans. Oh là là, c'est long. Et alors tout ça pour obtenir une primitive pour x sur moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc j'en reviens à notre remarque du début, à savoir que on reconnaît la forme moins u' sur u, et donc le fait d'avoir remarqué ça permet d'obtenir des démonstrations super courtes et super simples et beaucoup moins dangereuses, puisqu'en fait l'intégrale de tangente x dx, on va écrire directement ce que c'est. Alors il faut juste chercher une primitive, donc moins u' sur u, bah je l'ai fait là. On passe en x, ça fait moins 1 sur x, j'intègre en x, ça fait ça, on reporte en u, ça fait moins ln de u, mais attention, ça fait moins ln de u pour ce u là qu'on avait remarqué. Et donc notre primitive, on la prend, on remplace u par cosinus de x, et donc ça fait donc moins logarithme de valeur absolue de cosinus x. Alors ici, on est bien obligé d'ajouter une constante, et bingo, on trouve la même chose que les autres, puisqu'on pourra aussi nous remplacer, enfin enlever la valeur absolue. Donc ça veut dire qu'à partir de cette remarque-là, bingo, on arrive directement ici en passant par ce petit passage-là au brouillon. Maintenant, quid de la démonstration? Bah pour la démonstration, vous avez juste besoin pour trouver ça, de dériver cette fonction que vous avez intuitée et de vérifier qu'on trouve effectivement bien la tangente de x. Et l'intervalle pose bien sûr pas de problème non plus. Donc, moralité, si le changement de variable vous est donné, bah vous réfléchissez pas, en gros j'imagine, vous appliquez ce qu'on vous a dit et puis à la fin vous trouvez. Mais c'est quand même mieux de réfléchir et de faire des maths de la bonne façon. On garde les yeux ouverts, on essaye de voir les formes u'f de u qui nous indiquent en gros quel changement de variable il faut faire. Et quand on voit un u'f de u, eh ben on fait pas forcément un changement de variable parce que c'est relou, on fait directement le passage à la primitive parce que c'est vachement plus léger. Si on peut. C'est pas toujours possible. Mais bon, là ça l'était. Alors il y a peut-être un tout petit passage qui est flou, c'est au moment où je dois calculer cette primitive-là, et où j'ai dit ouais je remplace u par u' et ainsi de suite. En fait, dans cette notation-là, la variable est muette. On pourrait utiliser t, θ, une autre variable. Et donc c'est un peu comme un intégrer moins 1 sur x en fait, hein, ce qui ramène là. Sauf qu'on remplace x par la lettre u, enfin bref. Donc voilà pour cette primitive-là. Alors je vais faire un autre tableau avec d'autres primitives par cette voie-là, puisque on n'en a pas eu beaucoup.
Donc tout d'abord, on va s'intéresser à ce calcul de deux primitives et on regarde d'abord si on est en train de primitiver des fonctions continues. Et en fait ici c'est le cas puisque la fonction du bas ici ne s'annule jamais. On peut le voir avec la mise sous la forme conique ou par le discriminant. En fait, c'est un polynôme qui a des racines complexes uniquement et donc qui reste toujours strictement positif. Donc on a un quotient de fonction continue dont le dénominateur ne s'annule pas. Elle est continue sur R, cette fonction. Ce qui veut donc dire que notre primitive, on peut la chercher sur R tout entier ici. Pour cette fonction en bas, c'est pareil, on a une somme de deux fonctions strictement positives et continues en bas. Donc en bas, on a une fonction continue qui est toujours strictement positive, donc le quotient 1 divisé par ça est continu et ne s'annule jamais. Donc là, c'est pareil, on pourra faire une recherche sur R tout entier. Ok, alors dans certaines filières, ils sont gentils, hein, ils vous donneraient le changement de variable à effectuer. Par contre, personnellement, mon objectif étant de rendre les gens meilleurs en maths, et mon but est de vous enseigner comment trouver le changement de variable sans qu'on vous le souffle, parce qu'on ne sera pas toujours là pour vous aider et vous sortir du guêpier dans lequel vous vous êtes fourré. Donc il faut être autonome. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme changement de variable? Alors ça c'est gentil comme tout, hein, parce que on a tendance à prendre le U dans les parenthèses, et donc là il y en a une. Regardez, si je prends ce U là, en fait en haut ici je vois U'. Donc quelque part là on a la forme U' divisé par U au cube. Autrement dit, on a un U' multiplié par une fonction qui dépend que de U, 1 sur U au cube. Donc à ce moment-là, on sait qu'on va y arriver parce qu'on a reconnu la fameuse forme U'f de U. Donc on sait que le changement de variable U égale x au carré plus x plus 1, c'est un bon plan, ça va marcher. Et on sait aussi que si on fait le calcul directement de la primitive, ça va être encore mieux. Et ça va être plus léger. Par contre, là, je suis parti pour illustrer le changement de variable. Donc on dirait je procède au changement de variable U égale x au carré plus x plus 1. Ce qui veut dire que on va écrire une nouvelle primitive. Alors, comment dire, il va falloir calculer le du et le dx à un moment. Et donc on peut prendre la variable isolée, la dériver par rapport à l'autre, ça fait 2x plus 1, et ensuite faire passer le truc là de l'autre côté avec une parenthèse plutôt. Ce qui fait que le 2x plus 1 dx qu'on a en haut, en fait c'est tout simplement du. Et en bas on a u au cube. Oh surprise, on retrouve plus ou moins ça quoi. Ok. Et alors là maintenant en fait on est censé primitiver ça. Alors ça revient à primitiver la fonction 1 sur x cube en gros, hein, si on fait abstraction de la lettre u qui dérange les gens. 1 sur x cube c'est x puissance moins 3, et donc on primitiverait ça en augmentant la puissance de 1 et en divisant par la bonne constante. Vous pouvez vérifier hein, que ça marche, plus c. Sauf que une fois qu'on en est rendu là, on se dit ah oui mais ma primitive je la voulais en x et pas en u. Et donc, et puis c'est pas très beau comme ça, on pourrait la réécrire comme ça, peut-être avec un moins, un 2u au carré plus c, et surtout il faut faire apparaître les x, et donc ça serait ça, x au carré plus x plus 1 plus c. Voilà, donc on a bien fait d'écrire proprement ceci, ça on ne l'écrit pas, on remplace et ainsi de suite. Et on fera la démonstration comme ça. Ceci dit, personnellement, je trouve ça vachement plus malin d'écrire ça. Et avec la forme U' sur U au cube et la technique qu'on connaît, écrire directement qu'on trouve moins 1 sur 2 U au carré pour ce U-là et d'écrire directement cette ligne-là et le vérifier en dérivant, plutôt que de prendre le risque dans ces étapes-là d'écrire des bêtises ou des choses qui sont pas totalement justifiées et de se faire gratter des petits points à gauche et à droite. Voilà pour cette première primitive. Alors voyons voir celle-là. Alors celle-là, elle est un peu plus traître parce que on voit pas de U' apparaître là, et donc ouais, en fait ils ont noyé le poisson en le donnant sous cette forme-là. Alors par contre dans le bestiaire des changements de variables qu'ont les gens, dans certaines filières MP, MPSI, machin, tout ça, et le changement de variable suggéré, c'est U égale exponentielle de x. Alors dans les filières où ils l'ont pas, ils le donnent.
Alors maintenant, on pourrait faire un peu de relooking pour se rendre compte que on n'a qu'à factoriser un exponentiel moins x en bas. Et donc ça, c'est aussi exponentiel moins x facteur de... On aurait un exponentiel de 2x plus 1 qu'on pourrait faire repasser en haut grâce à la magie des puissances négatives. Et alors sous cette forme-là, là, bien sûr, on reconnaît tout de suite, alors je vais même l'écrire comme ça, on reconnaîtrait tout de suite la bonne forme. Je vais l'écrire comme ceci, puisque si je prends ce U là, et ben là j'ai un U', donc j'ai la forme U' sur 1 plus U au carré. Donc on aurait tendance à faire le changement de variable U égale exponentielle x, bah ouais, ceux qui ont le bestiaire le savaient. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne que quand je calcule mon DU, je fais DU sur dx égale exponentielle x, hop, je le fais passer de l'autre côté. Et on trouve en fait qu'on a donc on a un DU en haut, et en bas on a du 1 plus U au carré. Oh, quelle surprise! Et puis bah là on reconnaît la dérivée de l'arc tangente, et donc une primitive de ça serait arc tangente de U plus une constante, et on n'oublie pas de reporter le U dedans, ce qui fait arc tangente de exponentielle de x plus c. Alors je vous rappelle qu'on cherche cette primitive sur R tout entier et qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui s'annule là-dedans, tout est gentil, ainsi de suite. Alors bien sûr, là, on est passé par un changement de variable. En fait, les changements de variable, c'est cool quand on voit pas trop où on veut aller. Genre, par exemple, là, les gens, ils n'ont pas du tout vu la forme U' sur 1 plus U2, mais leur bestiaire leur dit qu'il faut faire le changement de variable U égale exponentielle x, donc ils le font. Ils font le changement de variable, et tout d'un coup, ils arrivent sur une intégrale plus simple. Le but du changement de variable, c'est de simplifier les primitives et les intégrales. Et donc là, sans avoir remarqué ça, ils arrivent là-dessus et après ils arrivent à se débrouiller. Et donc souvent on fait une suite de changements de variables. Genre en MPSI ou les exos, c'est des trucs de ouf. On peut faire 3 changements de variables d'affilée pour simplifier petit à petit le calcul. Bon, alors là, au final, pour démontrer ça, la meilleure rédaction possible, c'est quand même de faire ce travail-là au brouillon et ensuite d'écrire ceci et comme d'habitude de vérifier en dérivant que la dérivée de cette chose-là donne bien la fonction qui a été donnée ici pour x sur r. Parce que notre but, c'est de faire des démonstrations justes et courtes et sans risque où on est sûr d'avoir tous les points. Parce qu'on est là dans une épreuve de maths pour rattraper le plus de points possible, pour intégrer le mieux possible. On n'est pas là pour raconter sa vie, ou pour faire plaisir au correcteur, ou pour faire plaisir à son prof de maths. On est là pour bien intégrer. Alors, un dernier outil majeur du chapitre d'intégration, l'intégration par partie. L'intégration par partie repose de manière fondamentale sur la formule de dérivation du produit. C'est ça qui a derrière la démonstration des propriétés. Voici la version de l'IPP pour les primitives et voici la version de l'IPP pour les intégrales. Alors personnellement, je recommande chaudement aux étudiants d'adopter ma petite présentation suivante en rouge au crayon de papier. Vous voyez, d'habitude, les gens apprennent par cœur les formules. J'ai fait ça aussi à votre âge. C'est compliqué, hein. L'intégrale de a à b de f' de x g de x dx égale le crochet de f de x g de x entre a et b moins l'intégrale de a à b de f de x g' de x dx. On se répète ça, on se répète ça, on se répète ça dans sa tête jusqu'à l'avoir retenu. Bah ouais, c'est un peu rude. D'autant plus qu'il faut apprendre les hypothèses. Vous n'avez le droit de faire une intégration par partie sur les intégrales que quand f et g sont de classe C1 sur le segment AB. Bon, je pense que... Et ici, donc ça va être essentiellement pareil en fait. Sauf que ça va être sur l'intervalle I. Donc il faut retenir tout ça, les hypothèses et la conclusion, ça fait beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment un bon plan d'avoir un moyen mnémotechnique pour mémoriser les formules et pour les mettre en application simplement sans jamais se tromper. Et c'est là qu'interviennent mes petites flèches. Parce que pour faire une IPP, il vous faut un produit. Il y en a un ici. Il vous faut donc 2 fonctions. La première fonction, f', vous allez l'intégrer. La preuve, on n'a que des f de x ici. On a intégré f'. La deuxième fonction g de x, elle va être dérivée ici.
Donc il y en a une qu'on intègre, une qu'on dérive. Alors j'ai tendance à représenter l'intégration vers le haut et la dérivée vers le bas, parce que par exemple chez les polynômes, intégrer ça fait augmenter le degré, dériver ça fait diminuer le degré. C'est un bon plan. Donc en fait, vous pouvez remarquer qu'une IPP, on peut la faire dans le sens là ou dans le sens là. En fait, il y a un sens qui est intéressant pour vous, il y a un sens qui ne l'est pas. Alors, on fait une IPP que dans un seul cas, c'est quand les intégrales ou les primitives que vous récupérez de ce côté-là, elles sont plus simples que ce que vous aviez au départ. Le bout là, il n'y a rien à faire, il est fait déjà. Il n'y a plus besoin de travailler ici, il n'y a plus besoin de travailler là. Par contre là, il reste encore du taf. Et donc l'idée, c'est de partir d'une intégrale compliquée et on fait une IPP pour obtenir une nouvelle intégrale qui nous arrange plus de ce côté-là. Et donc il faut choisir deux choses. Il faut choisir comment on décompose le pâté là en un produit de deux fonctions et il faut choisir laquelle on intègre et laquelle on dérive. Donc après, les choix là se font avec l'expérience, on verra sur les exemples. Et donc bien sûr, avec l'IPP, on va être capable maintenant d'intégrer encore plus de fonctions. Donc on est encore en train d'élargir le champ, le nombre des fonctions qu'on est capable de primitiver. Alors voyons voir sur les exemples. Alors qui sont des grands classiques. Alors là, on doit trouver une primitive de logarithme de x. Alors où ça, le logarithme étant continu sur les x strictement positifs, je dois calculer la primitive de ça. Ah, misère, mais comment je peux faire une IPP ici? J'ai qu'une seule fonction, il m'en faut deux. Bah oui, il faut faire apparaître un produit de deux fonctions. Alors là, il y a un truc un peu classique, c'est que on n'a qu'à dire que ln de x, c'est 1 fois ln de x. Et ce qu'on fait, c'est que on va primitiver le 1, ça c'est facile, et on va dériver le ln de x. Ça c'est facile aussi, on sait faire. Remarquez pas dans l'autre sens, ça serait débile. Dériver 1, ça fait 0, et primitiver ln de x, justement, on sait pas faire. Donc dans l'autre sens, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, comme on fait un calcul de primitive, on va utiliser cette formule-là. Et donc remarquez que dans cette formule, alors dans le crochet ou ici, on met les deux fonctions qui sont en haut. Ici, vous avez f de x, la primitive, et la g de x. f de x, g de x. Donc là, c'est les deux fonctions en haut, ici. Et dans l'intégrale, ou dans la primitive que vous avez ici, c'est les deux fonctions qui sont au bout des flèches. Donc là, ça serait f et g', là pareil. Donc, je vais écrire ici les deux fonctions qui sont en haut. En haut, ici, je vais avoir x, une primitive de 1, et mon ln de x, moins l'intégrale des fonctions qui sont au bout des flèches. Donc je réutilise le x que j'ai primitivé avant, et je dérive le ln de x. Et là, on voit l'intérêt de l'IPP. On fait une IPP parce que ici, ça simplifie. Ça fait 1. Et 1, c'est super facile à primitiver. Donc on trouve au final que ça fait x logarithme de x et une primitive de 1, par exemple moins x, et ne pas oublier la constante qui est présente là-dedans. Et voilà, on a toutes les primitives de x, de ln de x. X ln de x moins x, plus une constante. Alors sur l'arc tangente, il faut faire le même bins. On met 1. Donc on va primitiver ça, dériver ça. Et donc quand on fait notre IPP en version primitive, on trouve les deux fonctions en haut. Donc x fois arc tangente de x, moins la primitive des fonctions au bout des flèches, et donc x. Puis là, il faut connaître sa dérivée d'arc tangente. C'est 1 sur 1 plus x2. Et alors là, on se dit, oh misère, j'ai pas terminé, blablabla, et ainsi de suite, c'est dur. Ouais, mais là, comme on a ouvert les yeux, on se dit, eh ouais, mais si je prends u égale ça c'est quasiment u'. Ça, là, c'est u' sur 2. Et donc, en fait, il faut juste que je sois capable d'intégrer u' sur 2u. Ah, mais c'est facile, ça, une primitive de u' sur 2u, c'est moins logarithme de u. Mais pour ce u, là, et donc, on trouve que ça fait x arc tangente de x, moins, on a dit 1,5 de logarithme de u, pour ce u, là. Bon, il y aurait une valeur absolue, mais c'est toujours positif, donc on va pas se prendre la tête avec, ça fait ça, plus une constante. Et on voit, c'est cool. Alors, elle est super hardcore, la primitive de l'arc tangente, mais vous n'allez pas apprendre ça par cœur, bande de bourrins. Non, il ne faut pas utiliser sa mémoire pour y mettre, dans un grand capharnaüm, plein de formules qui piquent et qui sont trop compliquées. Il ne faut pas. On utilise la réflexion et les bonnes méthodes. Voilà ce qu'il faut. On mémorise les méthodes,
pas les formules toutes pourries. Ok, donc on a été capable de faire une IPP là-dessus. Ok, alors maintenant, reste ce cas-là. Un autre cas d'application de l'IPP, parce que bon, là, c'était un peu pareil, je vous ai fait le même bin, et ainsi de suite. En fait, le but de l'IPP, c'est de simplifier les trucs. Là, c'est un peu chiant, il y a du x et du exponentiel de x mélangé, c'est relou. S'il y avait que du exponentiel de x, je saurais intégrer. S'il y avait que du x, je saurais intégrer. Mais comme ils sont mélangés, j'y arrive pas. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire une IPP. Regardez, si je dérive le x, il disparaît. Et si j'intègre l'exponentiel de x, bah ça c'est facile à faire. Et donc j'ai l'espoir que ça va s'arranger. Ok, bah c'est parti. Alors, bon, déjà je travaille sur R, puisque c'est continu sur R. Là d'ailleurs aussi je travaille sur R. Tout est valable sur R. Ok, donc je fais mon IPP. Donc les deux fonctions qui sont en haut, bah, je vais avoir x et puis une primitive d'exponentielle de x. Ah bah tiens, je vais prendre exponentielle de x. Moins la primitive de les deux fonctions au bout des flèches, bah, j'ai 1 fois exponentielle de x dx. Et puis là, waouh, trop cool! Une primitive d'exponentielle de x, mais c'est facile ça. Ça fait x exponentielle de x, vous voyez le bout là, on n'y touche plus, on se contente de le recopier. Et une primitive de ça, eh ben, on pourrait mettre moins exponentielle de x plus une constante, mais la constante, comme elle est sur le moins et que c'est un nombre qui varie dans R, si on veut, on peut l'écrire comme ça. Alors si vous voulez, je peux vous mettre un C' ou un D si vous voulez, mais on peut mettre plus une constante, quoi. Et donc là, on a terminé le calcul de ces primitives-là par IPP, et vous voyez, ça se fait bien, et on va vite, quoi. Alors on a passé en revue rapidement les bases fondamentales qui permettent de faire du calcul de primitives. En fait, le calcul de primitives, c'est un peu comme le judo ou le karaté. On commence ceinture blanche, et au fur et à mesure où on acquiert les bases et les outils, on grimpe ceinture jaune, jusqu'à arriver à la ceinture noire. Et bah, là, on y est. Maintenant qu'on a vu tous les autres outils, une fois qu'on les a pratiqués, ensuite on accumule de l'expérience en faisant des exercices. Et chaque fois qu'on a besoin d'un calcul de primitive, bah, au lieu d'attendre la correction ou de regarder dans le corrigé, on essaye de le faire. Chaque fois que vous apprenez ou que vous y arrivez, vous progressez. Donc on accumule l'expérience. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a tout vu et qu'on a vu toutes les techniques. Par exemple, on n'a pas parlé de la linéarisation. Par exemple, si vous voulez intégrer un truc du style cos de x au carré dx, le bon plan c'est de faire de la trigonométrie. Et donc, en trigo, il y a une technique qui s'appelle linéariser avec la formule de Moivre et ainsi de suite, les formules de l'air. Ça permet de transformer un cosinus de x au carré en... alors ça, c'est un cos de 2x plus 1 sur 2. On a transformé un produit de cosinus en une somme de cosinus un peu plus sympa. Bon, à l'intérieur, il n'y a plus de x, il y a des trucs un peu plus compliqués, mais une fois qu'on fait cette transformation-là, là, on peut primitiver. Une primitive de cos de 2x, ça va être un sinus de 2x, mais quand je le dérive, il y a un 2 qui va sortir, donc il faut que je le divise par 4. Bah ouais, c'est une transformée affine. On a un plus 1,5, bah ça se primitive en x sur 2, et ensuite on a une constante. Donc par exemple, on n'a pas abordé la linéarisation. Il y a d'autres techniques comme ça. On n'a pas abordé la technique infernale de la double IPP. Ou par exemple, vous voulez primitiver. Alors vous voulez primitiver cosinus de x fois, on va dire exponentielle x. Eh bien, c'est pas la seule façon possible d'y arriver. On pourrait par exemple décomposer le cos en exponentielle et on aurait une somme d'exponentielles avec des exponentielles complexes. Ça se primitive ça, en MP ça pose pas de problème. En ECS, où on travaille surtout avec des fonctions réelles, ça poserait des problèmes aux gens. Et donc en ECS, on fera pas ça. Et donc ils vont faire des doubles IPP aux gens. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première IPP comme ça. Et après, on va en faire une seconde dans la foulée. Et vous allez voir le truc diabolique que ça donne. Si je fais ma première IPP, bah je trouve les deux fonctions qui sont en haut, donc ça fait un cosinus x exponentielle x, moins l'intégrale des fonctions qui sont au bout des flèches. Et donc au bout de mes flèches ici,
j'ai l'exponentielle x, ma primitive là, et j'ai la dérivée du cos qui fait un moins sinus de x dx. Alors, je peux simplifier ça en disant, le bout là, j'ai plus besoin de travailler avec. Là, je vais écrire un plus. Oh mince, j'ai presque la même intégrale à calculer, mais je sais toujours pas faire. Ouais, c'est pour ça que on fait une double IPP. Alors, je vais mettre des couleurs pour que vous voyez à quel point c'est différent. Je sais pas si on voit la différence entre les couleurs. Alors, ce qui est important dans la double IPP, c'est d'aller dans la même direction, parce que si vous revenez en arrière, vous revenez sur vos pas. Hein, donc, il ne faut pas faire comme ça et ensuite comme ça. Oula. Enfin bref. Donc, ça veut dire que si on va dans la même direction, on continue à intégrer l'exponentielle et on dérive le sinus. Sinon, on va revenir en arrière. Deuxième IPP. Donc, on a un cosinus de x exponentielle x. Bon, on se le trimballe. Ici, on va avoir les fonctions qui sont en haut. Donc, un sinus de x exponentielle de x, moins l'intégrale des fonctions au bout des flèches, donc j'ai toujours mon exponentielle de x, mais la dérivée du sin, c'est le cosinus de x. Et alors là, on pourrait se dire, oh ma mince alors, oh, ben, je suis revenu exactement au départ, et donc ben, j'ai tourné en rond et ça sert à rien, et je barre mon calcul. Ah non, non, faut surtout pas faire ça, on n'a pas tourné en rond, on a l'impression d'avoir tourné en rond, mais on n'a pas tourné en rond du tout. Donc j'avais dit que c'était une idée diabolique ici. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire passer le truc là de l'autre côté. Ce qui fait qu'on obtient que 2 fois une primitive d'exponentielle x cosinus de x dx va être égale à cosinus de x exponentielle x plus sinus x exponentielle x. Et je pense qu'il faut absolument mettre une constante dans le tas ici. Sinon on s'en sort pas et c'est faux. Et ensuite ce qu'on fait, on divise tout par 2. Hop. Et on a trouvé une primitive de la fonction du départ. Alors, qu'est-ce qui fait marcher ce truc-là? Ce qui fait marcher ce truc, c'est que quand on fait une double IPP, on retombe sur les mêmes fonctions, mais ce qui change, c'est le nombre qu'il y a devant. Ici, il ne faut surtout pas avoir 1. Et là, on a moins 1, c'est pas 1. Et du coup, comme on n'a pas 1, on peut faire passer de l'autre côté et on trouve finalement que la primitive est égale au truc qui reste. Vous voyez, c'est particulièrement diabolique, c'est magnifique les maths, trop bien. Et donc, voilà la technique de la double IPP. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il reste certainement des choses à apprendre, des techniques à voir. Là, en voilà 2. Il y en a certainement d'autres, mais à vous de les découvrir par la pratique. Il faut pratiquer.